Et il est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Vous êtes le bienvenu, Laurent Fabius, bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous confirmez qu'en Syrie, le moment de la réaction de force est imminent ? La décision n'est pas encore prise. Ce qui paraît maintenant évident, avec toute une série de témoignages convergents, c'est ce que j'ai appelé le massacre chimique. Ce qui paraît évident aussi, c'est que l'origine, c'est c'est vos certitudes et vos convictions. toute une série de témoignages que nous avons et que d'autres partenaires à travers le monde ont. Ce qui est évident aussi, c'est que ce massacre a pour origine le régime de Bachar el-Assad. Alors après, il faut proportionner les réactions, mesurer, agir à la fois avec détermination, avec sang-froid. Et c'est ça qui va être arbitré au cours des jours qui viennent. Mais c'est pas arbitré déjà ? Pas encore. S'il y a une coalition, est-ce que la France fait partie de cette coalition anti-Bachar ? Écoutez, nous avons dit, le président de la République s'est exprimé, il a dit que c'était un acte inqualifiable. Moi-même, j'ai dit qu'il fallait une réponse forte. Et à partir de ça, nous allons déterminer ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on peut se contenter de dire c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est pas le niveau, etc. Non, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe à une autre phase ? Est-ce que l'option de caractère militaire a été choisie ? Les options sont ouvertes. La seule option que je n'envisage pas, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, l'option militaire, il y a différents degrés. Oui. Et en ce moment, vous dites bien que s'il y a une décision, elle n'est pas une décision américaine, mais ce serait une décision des alliés des États-Unis, d'une coalition. Vous savez, nous parlons avec les uns et les autres. Le président de la République a eu le président Obama, moi-même j'ai eu John Kerry, nous avons eu nos collègues canadiens. Vous le saurez dans les jours qui viennent. Donc dans les jours qui viennent, est-ce que vous attendez d'abord que les enquêteurs de l'ONU sur place aient fait leurs enquêtes ? Alors les enquêteurs de l'ONU sont sur place aujourd'hui, normalement, dans des conditions très limitées. Le problème, c'est que leur présence est tardive, puisque l'attaque a eu lieu il y a 5 jours maintenant, et qu'entre-temps, il y a eu des bombardements, et que du coup, toute une série de signes peuvent disparaître. Et d'autre part, il faut bien comprendre qu'eux n'ont pas la mission de voir qui est à l'origine d'eux. Donc, c'est ça qui est préoccupant. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, votre conviction internationale est faite. C'est Bachar, on va voir ce qui se passe et il faut lui répondre dans la semaine. On va voir ce qui se passe sur le terrain, mais c'est vrai que la présence est tardive, qu'il avait été demandé que la présence soit immédiate, puisqu'ils étaient à quelques kilomètres, et que le régime a fait en sorte que ça ne soit pas possible. Bachar el-Assad s'exprime ce matin, il juge les accusations de l'Occident insensées. Oui, mais enfin... Est-ce que vous avez la certitude que c'est lui ? Personnellement, oui. La France, est-ce qu'elle va, si elle est dans cette coalition, Laurent Fabius, déployer des moyens militaires comme les États-Unis ? Non, mais je n'irai pas un peu plus loin dans la précision de mes réponses. Il y a un massacre chimique qui est établi. Il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad. Il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Exact. Oui. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Exact. Est-ce que Bachar el-Assad reste avec lui une solution politique possible négociée ? Non, Bachar el-Assad. Ou est-ce qu'il faut le chasser du pouvoir une fois pour toutes ? Bachar el-Assad, quelqu'un qui a agi de telle manière qu'il y ait 100 000 morts dans son propre pays, 1 million d'enfants qui ont été obligés de partir sur les routes, 2 millions et même plus de gens qui sont réfugiés, des massacres et des difficultés partout dans la région. Non. Mais en revanche, même si ça peut vous paraître très surprenant de dire ça aujourd'hui, il continue d'être nécessaire de trouver une solution politique en Syrie. Oui, après. Voilà. Après. C'est-à-dire qu'il y a un devoir d'ingérence aujourd'hui pour protéger les populations civiles. Il y a un devoir de réaction. Parce que les armes chimiques, il faut bien voir ce que c'est quelque chose qui est interdit par l'ensemble des pays. La Russie dont on parle, la Chine, l'Iran, ont eux-mêmes signé le traité d'interdiction. C'est l'horreur absolue. Les enfants qu'on voit comme ça, en apparence dormir, ils dorment pour toujours, parce qu'on les a tués. Et donc, c'est M. Bachar el-Assad. Donc c'est pas possible. Donc ce cas-là, il y a un devoir d'ingérence, d'intervention. Il y a un devoir de réagir. Et est-ce qu'on peut ignorer ou contourner le refus des Nations Unies d'intervenir ? Alors ça, c'est un autre problème très, très difficile. C'est que la légalité internationale, elle est définie par les Nations Unies. Et en même temps, vous en parliez tout à l'heure, je crois, sur votre radio, il y a des pays qui bloquent. Là, en l'occurrence, on sait que la Chine et la Russie ont déjà bloqué, et
bloquerait vraisemblablement. Donc c'est un vrai problème qui est posé. Mais on peut contourner. Dans certaines circonstances, mais il faut faire très attention, bien sûr, parce que la légalité internationale, ça existe. Jusqu'à quand la paralysie du Conseil de sécurité peut être bloquée comme ça? Est-ce que le droit de veto, comme disait Daniel Cohn-Bendit, peut un jour disparaître ou évoluer parce que c'est finalement un droit de blocage? Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué. Moralement, on est beaucoup à le souhaiter, mais c'est très compliqué parce que dans le droit, ce sont les membres du Conseil de sécurité qui eux-mêmes devraient décider qu'ils renoncent à leur pouvoir. Alors ça... Il n'y a pas de précédent. Mais en même temps, la France, sa position est de modifier la taille du Conseil de sécurité en y faisant entrer d'autres pays représentatifs. Car de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un équilibre de 1945. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, et même pas du tout d'accord avec M. Cohn-Bendit, qui s'exprimait avec sa flamme habituelle, c'est lorsqu'il a dit une formule nuancée, la France est un nain politique, et en entendant cela, je me demandais s'il allait discuter de cela avec les gens du Mali. Qui, il y a 7 mois, il faut lui donner peut-être l'occasion, Laurent Fabius, il faut lui donner l'occasion d'aller parler peut-être avec le peuple syrien, quand vous l'aurez aidé peut-être à se débarrasser de Bachar el-Assad. Je ne veux pas insister sur M. Cohn, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont très intéressantes. Mais je ne peux pas laisser dire que la France est un nain politique. La France, bien sûr, n'est pas la plus grande puissance du monde, mais c'est une puissance d'influence qui a des capacités sur le plan politique, bonjour Dani, et sur le plan militaire, et bien sûr qui doit aussi dire le droit. Vous avez dit que dans la semaine, il pourrait se passer quelque chose. Est-ce que ce sont des frappes qui iraient sur des bases militaires? Non, mais j'ai répondu là-dessus, je n'irai pas plus loin, monsieur le Non, mais est-ce que c'est... Non, mais j'irai pas plus loin. Oui, mais le scénario est prêt. Vous posez vos questions, vous avez raison de les poser, et moi, je suis maître de mes réponses. L'Égypte. Oui. Pour l'Égypte, l'Europe et la France recommandent une solution politique, donc des élections. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des élections sans libérer d'abord Mohamed Morsi? Il faut en tout cas, nous souhaitons bien sûr qu'il y ait une libération des prisonniers politiques, mais il faut qu'il y ait des élections ouvertes. Et je pense, on peut réfléchir à ce qui s'est passé, nous nous sommes exprimés fortement, mais il y a 2 leçons à en tirer. La première, c'est que un régime, M. Morsi a été élu régulièrement, mais à partir du moment où il a voulu islamiser à marche forcée la société, et où c'est un échec économique total, la population s'est soulevée. Pour vous, Laurent Fabius. Et maintenant, il faut qu'on aille vers un processus civil, c'est clair. Pour vous, en Égypte, qui a la légitimité aujourd'hui, Morsi ou le général Sisi? C'est pour ça qu'il faut avoir des élections. Parce que quand il y a conflit de légitimité, la seule manière de trancher cela, ce sont les élections. Et le Morsi peut être à nouveau candidat? Écoutez, ça me paraît... je n'en sais rien. Mais là, il faut d'abord qu'on ait des élections législatives. Ouais. Et qu'elles soient ouvertes, inclusives, comme on dit. Mais quand on dit en Égypte le pouvoir civil, le pouvoir... Ah non, mais il n'y a pas que M. Morsi. Non, mais le pouvoir a toujours été militaire. Nasser, Sadat, Moubarak, avant d'être civil. Il n'y a pas que les frères musulmans. Il y a une population sur les 30 millions de gens qui étaient dans la rue. Ce sont des citoyens égyptiens et ils protestaient contre les frères musulmans. Laurent Fabius, en Égypte vivent 6200 Français. Oui. Que décidez-vous pour eux? Ils rentrent ou ils restent en Égypte? Si le calme qui a prévalu ces derniers jours, c'est un mot peut-être excessif, mais c'est vrai que les manifestations n'ont pas eu beaucoup d'ampleur. Si le calme se maintient, eh bien évidemment, ils rentrent et nous rouvrirons comme nous devons le faire, notamment les institutions. C'est-à-dire le lycée français du Caire, les écoles peuvent ouvrir si le climat reste ce qu'il est. Si le climat reste ce qu'il est, mais je vérifie cela tous les soirs. Avant de vous poser une question sur Israël et les Palestiniens, puisque vous êtes rentré à minuit de ces pays, chaque jour ici nous pensons évidemment à tous les otages et aux otages Didier François, Édouard, Elias. Est-ce qu'il y a des preuves réelles qui sont en vie? Écoutez, sur ce... D'abord, je voudrais dire vraiment mon amitié, mon soutien aux familles, aux amis, européens, bien sûr. Moi, j'ai choisi, sur toutes ces questions si difficiles d'otages, d'être extrêmement discret et en même temps, tous les services de l'État sont mobilisés, je vous le confirme. Et il y a des preuves réelles qui sont en vie. J'ai toute raison de penser qu'ils sont en vie. J'ai toute raison de penser qu'ils sont en vie. C'est-à-dire qu'il y a eu un contact. Je ne vais pas plus loin. Est-ce qu'on sait qui les détient? Je ne vais pas plus loin. Est-ce que vous pensez qu'on les retrouvera bientôt?
ici, qui reviendront parce qu'on les attend. Je le crois parce que je l'espère. L'opinion et tous les partis, une question de politique nationale, sont engagés dans un débat sur la fiscalité. Je n'entrerai pas dans ce débat. Oui, mais vous avez dit qu'il y a un moment où il y a une saturation fiscale. Dans ce débat, je m'occupe des affaires internationales. Oui, mais vous avez pourtant dit qu'à un moment, il fallait arrêter l'escalade vers une fiscalité insupportable pour les Français. Aujourd'hui, nous parlons de sujets qui s'appellent la Syrie, l'Égypte, Israël, si vous me posez une question, et ça suffit. Israël, ça progresse avec les Palestiniens ? Je trouvais beaucoup de scepticisme dans les opinions, à la fois palestiniennes et israéliennes, mais moi je trouve qu'à la fois Mahmoud Abbas et Netanyahou et Kerry ont beaucoup de courage, et donc on les soutient. Parce qu'on est dans une situation paradoxale où, alors que d'habitude, c'est en Israël et en Palestine qu'il y a beaucoup de troubles, et ailleurs moins, là c'est le contraire. Mais il ne faut pas en tirer la leçon qu'il ne faut rien faire. Il faut aller vers la paix. Merci Laurent Fabius. Merci Jean-Pierre, merci Laurent.